Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au webinaire sur les obligations des OSBL d'habitation en matière de harcèlement psychologique et sexuel présenté par le Réseau québécois des OSBL d'habitation. Je m'appelle Claude Rioux, responsable des communications au FQH, et c'est moi qui animerai le webinaire. Je suis en compagnie de Kesnamélie Neff, responsable de la formation, et de Jacques Baudouin, secrétaire général. Ce sont eux qui livreront le contenu du webinaire. Avant de leur laisser la parole, je vous donne quelques précisions quant au déroulement du webinaire. Nous avons prévu une plage horaire de 45 minutes, ce qui inclut une courte période pour répondre à vos questions. Le fil audio vous est transmis à travers l'appareil que vous avez utilisé pour vous connecter, ordinateur, tablette ou téléphone intelligent. En cas de difficulté ou de bris de transmission, vous pouvez en tout temps y accéder par téléphone, comme pour une conférence téléphonique ordinaire. Pour ce faire, composez le 1-866-830-9435, je répète, le 1-866-830-9435 et entrez le code d'accès suivant, suivi du carré. 1-464-828, carré. Je répète, 1-464-828, suivi du carré. Les informations de connexion sont également disponibles dans le module « Conversation » dans le coin inférieur droit de votre écran. Sachez qu'en tout temps, ce module « Conversation » vous permet d'interagir avec les présentateurs et les autres participantes et participants. Il vous suffit de l'utiliser un peu comme vous le faites avec les applications de messagerie avec lesquelles vous êtes probablement familières et familiers. Je vous invite à poser vos questions ou à acheminer vos commentaires par ce moyen. Nos présentateurs y répondront en conclusion du webinaire. Dernière chose, le webinaire est enregistré et sera ensuite rendu disponible en ligne pour ceux et celles qui voudront le revoir ou le partager. Sur ce, je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à ma collègue Kesnamélie Neff pour la première partie de la présentation qui portera sur le harcèlement psychologique et sexuel et qui sera par la suite complétée par un bref aperçu à la conférence sur la loi sur les normes du travail. Kesna, à toi. Bonjour. D'abord, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, on traite spécifiquement des obligations des OSBL d'habitation comme employeurs par rapport au milieu de travail et à leurs salariés. Donc, les obligations des organismes comme locataires par rapport à leurs locataires relèvent d'une autre discussion. Comme vous le savez, au Québec, le travail est encadré par la loi sur les normes du travail qui vise à protéger les salariés en imposant des conditions de travail minimales. Donc, dans les faits, un employeur peut offrir des conditions de travail qui vont au-delà des conditions minimales prévues par la loi, donc plus avantageuses, mais l'employeur ne peut pas imposer des conditions moins bonnes que celles prévues par la loi. Donc, tous les employeurs sont dans l'obligation de respecter ces normes minimales et à défaut de quoi, ils s'exposent à des amendes et des poursuites. Ces normes minimales, donc de base, sont établies pour des sujets tels le salaire minimum, les vacances, les jours fériés ou tout autre sujet qui ont fait récemment l'objet d'une modification à la loi sur les normes du travail pour favoriser la conciliation travail-vie personnelle, comme nous l'expliquera mon collègue Jacques plus tard durant le webinaire. Et comme on va le voir, ces conditions ou normes minimales concernent également le harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail. L'institution responsable de l'application de la loi sur les normes du travail est la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, donc la CNESST. Elle a pour mission d'informer le public sur les normes du travail. Elle a pour fonction de recevoir les plaintes des salariés, de faire enquête et, le cas échéant, de les indemniser selon des barèmes prévus par cette loi-là. Et elle peut également tenter d'amener les employeurs et les salariés à s'entendre au sujet de l'application des normes, notamment par des moyens de médiation.
En vertu des dispositions sur le harcèlement psychologique, la loi sur les normes du travail édicte que tous les travailleurs ont le droit d'évoluer dans un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Et en passant, ces dispositions de la loi sur les normes du travail s'appliquent aussi aux cadres supérieurs, donc les directrices et directeurs généraux, coordonnatrices ou coordonnateurs de vos organismes. Donc, on entend par milieu de travail non seulement le lieu physique où la personne salariée effectue ses tâches, mais également tout autre endroit où elle est appelée à les faire ou à les exercer pour les besoins de son emploi. En fait, la notion de milieu de travail doit être comprise dans un sens très large. Par exemple, une personne salariée victime de harcèlement de la part d'un collègue dans un groupe Facebook fréquenté par les salariés de l'organisme pourrait vraisemblablement invoquer la protection de la loi sur les normes du travail. Par conséquent, préserver ce droit implique une responsabilité de la part non seulement de l'organisme comme personne morale, mais également ses représentants, par exemple les membres du conseil d'administration, ainsi que tous les collègues de travail, donc les employés et les salariés de l'organisme. Pour assurer le maintien de milieux de travail exempts de harcèlement psychologique, les employeurs ont l'obligation de prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique. Donc, l'employeur, d'abord, a la responsabilité de procurer à ses salariés des conditions de travail justes, raisonnables, qui respectent leur dignité et leur intégrité psychologique et physique. Il a également l'obligation de faire cesser toute conduite de harcèlement psychologique portée à sa connaissance. Donc, en prenant des mesures appropriées et en appliquant les sanctions nécessaires pour y mettre fin. Et ce, dès que la conduite est portée à sa connaissance. Donc, il est important de noter ici qu'il s'agit d'obligations de moyens et non de résultats. Par exemple, pour faire cesser une conduite de harcèlement psychologique, l'employeur doit non seulement agir prudemment, avec diligence, donc rapidement, et il doit prendre des moyens raisonnables dans la recherche du résultat escompté, soit de faire cesser la conduite vexatoire, comme on va le voir tout à l'heure. Mais l'employeur ne peut pas donner la certitude du résultat escompté parce qu'il existe des éléments hors de son contrôle. Pour illustrer un peu une obligation de moyens, prenons l'exemple d'un médecin qui prend tous les moyens raisonnables pour guérir un patient sans pouvoir lui garantir à 100% qu'il y parviendra. Mais comme nul n'est censé ignorer la loi, un employeur ne peut invoquer son ignorance d'une situation de harcèlement psychologique pour se décharger ou s'exonérer de sa responsabilité. Et à plus forte raison, sa négligence ou même son aveuglement volontaire engage sa responsabilité. La loi sur les normes du travail a fait l'objet d'une importante révision en juin 2018, alors qu'on a apporté des modifications à plusieurs de ces dispositions pour, entre autres, favoriser la conciliation travail-vie personnelle. Mais dans la foulée du mouvement MeToo, qui a fait à la conférence. Que constitue le harcèlement ou les agressions sexuelles qui surviennent dans divers milieux, le législateur a ajouté les 3 nouvelles mesures suivantes permettant de mieux encadrer les dispositions de la loi en matière de harcèlement psychologique en milieu de travail. Ce sont ces 3 mesures ainsi que les obligations qu'elles entraînent qui seront illustrées dans les prochaines minutes. La première mesure concerne les gestes à caractère sexuel qui, comme nous le verrons, sont désormais intégrés à la définition même du harcèlement psychologique de la loi sur les normes du travail. La seconde mesure concerne l'obligation d'adopter et d'appliquer une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes. Et la troisième mesure concerne le délai dont dispose une personne salariée pour déposer une plainte pour harcèlement à la CNESST. D'abord, sachez que les dispositions de la loi sur les normes du travail en matière de harcèlement psychologique sont en vigueur depuis 2004 au Québec. Donc, qu'est-ce que le harcèlement psychologique selon la loi sur les normes du travail? On entend par harcèlement psychologique une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne pour celui-ci un milieu de travail néfaste.
En juin 2018, cette définition a été amendée pour y inclure une définition propre au harcèlement sexuel qui va comme suit. Pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu'elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel. Bien que la jurisprudence avait déjà confirmé cette interprétation avant la modification de juin 2018, les gestes à caractère sexuel n'étaient quand même pas spécifiquement ou explicitement mentionnés dans la définition du harcèlement psychologique. Et fin de la définition, une seule conduite grave peut aussi entraîner du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. Pour qu'un employeur puisse déterminer si une situation portée à sa connaissance constitue du harcèlement psychologique, il peut se poser les questions suivantes qui, somme toute, reprennent les éléments de la définition que l'on vient de présenter. Est-ce qu'il s'agit d'une conduite vexatoire? En fait, une conduite vexatoire pour la personne qui l'a subie. Il s'agit d'une conduite perçue comme humiliante, offensante ou abusive. Bref, une conduite qui dépasse, qui est jugée comme étant raisonnable et acceptable dans le cadre du travail. Une conduite vexatoire, ça peut être quoi? Isoler une personne, empêcher une personne de s'exprimer. Ça peut également être le fait de déconsidérer une personne, par exemple répandre des rumeurs à son sujet, la ridiculiser, l'humilier. Une conduite vexatoire, ça peut être également le fait de discréditer une personne, donc ne plus lui donner de tâches à accomplir, la contraindre à des actions, des tâches dévalorisantes ou C'est joint à la conférence. Une conduite vexatoire, ça peut être également menacer, bien sûr, ou agresser une personne, ou déstabiliser une personne, c'est-à-dire se moquer de ses convictions, de ses goûts, de ses points faibles, ou faire des allusions désobligeantes sans jamais les expliciter, ou mettre en doute ses capacités de jugement et de décision. Pour déterminer s'il s'agit du harcèlement sexuel et psychologique, on peut se demander, est-ce que cette conduite se manifeste par des paroles, gestes ou comportements hostiles ou non désirés? En fait, l'hostilité fait état d'une intention agressive, menaçante de l'auteur, et notez que cette conduite n'a pas à être hostile et non désirée pour être reconnue. Elle peut être l'une ou l'autre. Bien qu'il est souhaitable que la personne qui subit cette conduite exprime clairement son refus ou sa désapprobation, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas fait, ça ne veut pas dire que le comportement était désiré. D'ailleurs, il est important de noter que dans le cas où ils sont à caractère sexuel, il est entendu que la personne n'a pas besoin d'avoir clairement exprimé son refus. Autre question à se poser, est-ce que cette conduite porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité de la personne qui l'a subie? Comme ça le dit, c'est lorsque la conduite vexatoire a un impact négatif sur la dignité et l'intégrité de la personne qui l'a subie, donc tant sur le plan personnel que professionnel. Et rappelons que le droit à la protection de sa dignité est un des droits fondamentaux de la personne dans la Charte québécoise des droits et libertés. Est-ce que la conduite rend le travail néfaste ou nocif pour la personne visée? Donc, lorsque la conduite vexatoire, de par ses conséquences fâcheuses qu'elle occasionne, rend non seulement le milieu de travail néfaste, souvent au point d'en affecter le rendement de la personne qui l'a subi. Autre question à se poser, plusieurs incidents ou une seule conduite grave? En fait, par définition, le harcèlement se caractérise par des gestes incessants, répétitifs ou continuels. Et bien évidemment, une conduite vexatoire qui se manifeste à de telles fréquences vient appuyer ou permettre de croire à l'existence d'une situation de harcèlement psychologique. Or, comme dans le cas de la définition du harcèlement criminel en vertu du Code criminel, le harcèlement psychologique dans la loi sur les normes du travail peut être reconnu dans le cas d'une seule conduite grave ou d'un seul geste dans la mesure où celui-ci produit un effet nocif qui se répercute dans le temps pour la personne qui le subit. Alors que les relations de travail sont décrites en termes de droits et d'obligations, gérer les employés peut s'avérer quand même de plus en plus compliqué pour les employeurs. Mais dans tout ce paysage juridique, il est important de rappeler que l'organisme, en tant qu'employeur, peut et même doit se prévaloir de son droit de gestion, qu'il est important de dissocier du harcèlement psychologique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par droit de gestion? Le droit de gestion est la responsabilité du gestionnaire de diriger
ses employés. En fait, ce droit prévoit donc qu'un gestionnaire est responsable notamment de superviser ses employés, répartir les tâches, gérer la ponctualité et l'absentéisme, s'occuper de la discipline, gérer les changements dans l'organisation ainsi que les conditions de travail, ou même de procéder à l'allocation de ressources dont les employés ont besoin pour accomplir leurs tâches. Donc, un gestionnaire qui se prévaut de son droit de gestion agit dans l'intérêt de l'organisme et veille à son bon fonctionnement, donc son but n'est pas de nuire aux employés, mais de toujours s'assurer que dans l'exercice de ses fonctions, il ne verse pas dans l'abus d'autorité. Donc, la frontière entre le harcèlement psychologique et le droit de gestion peut parfois être mince et amener un employé à se demander, par exemple, est-ce qu'il est sur mon dos ou est-ce qu'il fait simplement son travail? Mais comme on vient de le voir avec la définition du harcèlement psychologique, si les intentions du gestionnaire sont malveillantes, il peut s'agir de harcèlement. Si les sanctions disciplinaires visent à humilier ou à isoler l'employé, on peut se questionner sur le bien fondé de la mesure. Et si le gestionnaire crie ou utilise des paroles blessantes, alors la relation devient carrément malsaine. Donc, le droit de gestion implique la nécessité d'être diplomate et de veiller à l'utilisation du ton et des mots appropriés en toutes circonstances. Il est vrai que l'employé qui se voit imposer des mesures disciplinaires peut en être contrarié ou même blessé, sans pour autant que ces mesures constituent du harcèlement psychologique en soi. Donc, pour prévenir ce genre de situation, l'organisme peut, par exemple, prévoir une progression dans l'application de certaines mesures envers des employés dont le rendement devient insatisfaisant et dont la sanction ultime serait, par exemple, le congédiement. Il peut également prévoir un moyen de consigner les bons coups et les moins bons coups des employés pour éventuellement démontrer la logique et la rigueur derrière certaines mesures ou décisions qui vont être appliquées à l'égard de l'employé. Avant les modifications à apporter en juin 2018, les dispositions de la loi sur les normes du travail ne prévoyaient pas spécifiquement quels moyens raisonnables un employeur devait prendre pour prévenir et faire cesser le harcèlement psychologique. Depuis le 1er janvier 2019, tous les employeurs sont désormais dans l'obligation d'adopter une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes. Cette politique doit notamment inclure un volet sur le harcèlement sexuel. Pour assurer l'efficacité de l'application d'une politique de prévention du harcèlement psychologique, celle-ci doit d'abord préciser clairement les enjeux. Une politique efficace doit préciser l'importance des enjeux de manière claire, notamment en décrivant les conduites qui sont considérées comme étant inappropriées, en affirmant l'intransigeance de l'organisme à leur égard. Et pour une meilleure application, la politique doit être rédigée de manière à tenir compte de la réalité et des particularités de l'environnement de travail. Par exemple, la clientèle qui est desservie, c'est-à-dire les locataires, la mission de l'organisme ou les ressources disponibles. Plus les clauses rédigées correspondent à ces réalités et particularités, plus elles seront comprises et conséquemment mieux appliquées. Il faut aussi en délimiter la portée. Ce que la loi sur les normes du travail exige, c'est d'adopter une politique à l'intention du personnel salarié, mais l'organisme peut décider d'étendre la portée et de rendre le processus de plainte accessible également aux stagiaires ou à certaines catégories de bénévoles. L'organisme peut décider de faire signer une politique à tous les employés en place et à tout nouvel employé, de manière à ce que cette politique soit connue le plus possible de tous les employés. Ce qui est le plus important, c'est que l'organisme a l'obligation de prendre des moyens raisonnables pour favoriser la compréhension des clauses de la politique à tous ses employés. Ces clauses doivent faire l'objet de rappels réguliers de l'organisme envers ses employés et les moyens utilisés doivent y être précisés. La politique devrait en fait préciser quels sont les moyens tels des formations, des discussions, des ressources ainsi que les sanctions prévues en cas de non-respect. Les grandes lignes de la politique peuvent être affichées sur les murs des aires communes de l'organisme, par exemple, sous forme de code d'éthique. Faire connaître cette politique constitue un des moyens centraux pour en assurer une meilleure application, bien entendu, car plus les employés sont informés, plus ils sont sensibilisés à la problématique, et plus ils sont sensibilisés, plus ils sont en mesure de détecter les conduites de harcèlement psychologique qu'ils subissent ou celles dont ils sont témoins.
et conséquemment à porter plainte. La politique doit préciser l'ouverture et l'engagement de l'entreprise ou de l'organisme à recevoir toute divulgation d'une conduite de harcèlement psychologique. Par exemple, elle peut indiquer le nom de la ou des personnes désignées ou mandatées pour la recevoir et, le cas échéant, la traiter. Il peut s'agir d'une personne ressource qui pourra s'en charger ou d'un service externe dans certains cas où la divulgation est plus difficile ou délicate pour certaines personnes. La politique doit permettre l'intervention et le traitement d'une plainte pour harcèlement psychologique de manière rapide et objective. Elle doit préciser la démarche claire et confidentielle que l'organisme assure à tout employé qui désire déposer une plainte. Pour intervenir, on rappelle que le harcèlement psychologique porte atteinte à la dignité, à l'intégrité de la personne qui le subit, en plus de créer un milieu de travail qui peut devenir néfaste. Mais bien évidemment, il est souhaitable que la personne ou la ressource, la personne mandatée, soit adéquatement outillée et formée pour recevoir ces témoignages, ou que l'organisme fasse appel à une ressource externe s'il le faut. Alors, on parle notamment de compétences en relation d'aide, en gestion de conflits, en médiation et même en intervention de crise. Car, outre le fait d'appliquer les mesures de la politique, il est important que la personne puisse bénéficier de l'aide, du soutien, du support dont elle a besoin pendant et après son témoignage. Et pour déposer une plainte, toute plainte pour harcèlement psychologique doit être traitée rapidement, autrement dit, dès qu'elle est portée à la connaissance de l'employeur. Par exemple, via la personne ressource qui est désignée pour la recevoir. Rappelons que l'ignorance ou la négligence d'un employeur face à une plainte le rend responsable de la situation. Et bien évidemment, toute plainte doit être traitée de la manière la plus objective possible, soit elle doit être traitée de manière confidentielle. La plainte doit permettre une écoute et favoriser le respect et le non-jugement. Cette plainte-là doit aussi être consignée. Les propos qui sont émis par les parties impliquées doivent être consignés, soit la personne plaignante et la personne à qui la conduite est reprochée. Les parties doivent également connaître la durée du traitement, soit de l'analyse de la plainte, un processus d'enquête, par exemple. Les parties doivent être ensuite informées du résultat de cette analyse. La sanction suite à une conduite de harcèlement psychologique avérée par une personne salariée va être déterminée en fonction des clauses rédigées dans la politique, mais surtout de la nature, de la gravité ainsi que des conséquences de la conduite vexatoire sur la personne visée, ainsi que sur l'environnement de travail. À titre d'exemple, une première conduite pourrait résulter en un avertissement, une seconde conduite en une suspension et une troisième conduite par un congédiement. Mais qu'en est-il quand la personne responsable du harcèlement est un tiers, par exemple un locataire, un fournisseur de services ou un sous-traitant? En fait, l'organisme aura quand même l'obligation d'agir par d'autres moyens. On ne peut pas sanctionner soi-même un locataire, par exemple, alors que la relation entre l'organisme et les locataires est une relation locataire-locataire. Tout manquement à leurs obligations respectives relève du Code civil qui prévoit des recours, notamment à la Régie du logement. Dans le cas d'un fournisseur de services ou d'un sous-traitant qui, par exemple, harcèle une employée, l'organisme doit en aviser l'entreprise pour lui demander soit de lui envoyer un autre employé ou tout simplement rompre le contrat de service. Toute personne employée victime de harcèlement psychologique doit être informée également des ressources ainsi que des recours dont elle dispose. Ces ressources peuvent exister au sein de l'organisme, comme on vient de voir, au minimum, les compétences de la personne ressource qui reçoit la divulgation ou la plainte peut en constituer, ou dans les cas où ils existent via les services psychosociaux accessibles via des programmes d'aide aux employés. Il peut s'avérer important pour l'organisme de mettre à jour également sa connaissance des ressources d'aide spécialisées, qui peuvent être de tout ordre, des groupes d'entraide, des formations, des services psychosociaux, des CLSC, des groupes de crise ou, par exemple, les centres d'aide pour victimes d'actes criminels lorsque les actes qui sont reprochés en constituent. Un fait à noter, la connaissance des ressources peut également passer par le fait de connaître les actes qui constituent des infractions criminelles, notamment le harcèlement criminel, les attouchements sexuels, les agressions sexuelles, l'exhibitionnisme, le phénomène de la cyber-intimidation ou la profération de menaces d'agressions physiques ou sexuelles.
Mais cela dit, même si l'organisme a mis en place un processus de plainte, tous 3 travailleurs victimes de harcèlement psychologique ont le droit d'immédiatement recourir à la CNESST dans son volet normes du travail pour y déposer une plainte. La personne salariée a également le loisir de déposer une plainte au volet santé et sécurité de la CNESST si le harcèlement lui a causé un accident ou une maladie professionnelle. Dans les faits, la CNESST va d'abord l'inviter à recourir aux personnes ou aux instances constituées dans son milieu de travail pour voir les moyens qui ont été utilisés pour résoudre le conflit. Dans le cas où la situation n'a pas pu être résolue de cette manière, la CNESST traitera la plainte en vertu de la loi sur les normes du travail. Il est important de souligner que pour l'employeur, il est important pour lui de bien documenter chaque cas de harcèlement qui est porté à sa connaissance. Car une des modifications majeures apportées aux dispositions de la loi sur les normes du travail concerne le délai dont dispose une personne salariée pour déposer une plainte, qui était auparavant de 90 jours, alors qu'aujourd'hui, depuis les modifications de juin 2018, les personnes salariées disposent désormais de 2 ans suivant la dernière manifestation de la conduite pour déposer une plainte auprès de la CNSST. Donc, une situation qui, à première vue, ne semblait pas constituer du harcèlement psychologique peut se retrouver à la CNSST au cours des 2 prochaines années. Et il se peut, dans ces circonstances, qu'aucun des protagonistes ne soit encore à l'emploi de l'organisme. Et bien évidemment, tout salarié victime de harcèlement discriminatoire peut s'adresser à la Commission des droits de la personne dans les champs qui relèvent de sa compétence. Et la CNSST offre d'ailleurs la possibilité de transmettre l'information du dossier de la personne salariée à la Commission des droits de la personne avec son accord, bien évidemment. Alors que pour la personne salariée, l'employé, les conséquences du harcèlement psychologique et sexuel sont nombreuses, insidieuses. Ces situations-là peuvent être niées, cachées, voire banalisées. Elles le sont également pour l'organisme qui, si rien n'est fait pour les faire cesser, risque notamment une dégradation du rendement des employés, un taux d'absentéisme et de départ accru, une perte d'intérêt ou de confiance des employés envers l'organisme comme employeur, une diminution de la qualité du service ou une augmentation des risques d'erreur, bref, un climat de travail malsain. Et en lien avec l'objectif poursuivi par la loi sur les normes du travail, la prévention du harcèlement psychologique, dans le fond, c'est la clé. Car parmi les impacts positifs de la mise en place d'une politique de prévention du harcèlement psychologique au sein de votre organisme, on retrouve une meilleure rétention du personnel, qui est en mesure, dans le fond, d'accomplir et de se sentir valorisé professionnellement. Il est reconnu que plusieurs employés victimes de harcèlement psychologique dont la situation n'a pas été traitée finissent par s'absenter souvent ou même à quitter leur emploi. Une plus grande vigilance de l'organisme, mais également des employés, ainsi qu'une meilleure écoute de l'employeur, de l'organisme, face aux besoins de ses employés. Des employés qui savent qu'ils pourront être écoutés se sentent plus en confiance. Une mise à jour, en fait, sur ce qui constitue les enjeux entourant le harcèlement psychologique favorise une meilleure sensibilisation de tous et toutes face à ce qui, qui sont davantage en mesure de reconnaître des situations qui deviennent problématiques, en fait. Plus les gens sont sensibilisés, comme on l'a vu tout à l'heure, plus ils sont en mesure de détecter et de reconnaître des situations problématiques. Une politique instaurée au sein de votre organisme est également une occasion pour lui d'affirmer ou de réaffirmer ses valeurs, par exemple de respect, d'égalité, comme on disait tout à l'heure, l'intransigeance de l'organisme face au harcèlement. Et conséquemment, favoriser un environnement de travail sécuritaire, donc exempt de harcèlement psychologique tel que la loi l'exige. Toutefois, une telle obligation exige des moyens dont les organismes ne disposent pas toujours, faute de ressources humaines ou financières. Et une telle Joint à la conférence. Exige également pour l'organisme de pallier le manque de formation qui vise le développement de compétences, notamment ce qui a trait à la capacité de recueillir et de traiter les plaintes pour harcèlement psychologique de manière respectueuse, objective, sans jugement et de manière confidentielle.
Nous vous invitons à utiliser les outils mis à votre disposition par la CNESST sur leur site Internet. Il est possible de consulter et de télécharger notamment un guide et un modèle de politique de prévention du harcèlement psychologique que vous pourrez adapter. Et sur ce, je passe le relais à mon collègue Jacques Baudouin qui vous parlera des autres changements récemment apportés à la loi sur les normes du travail. Merci, Kassina. Donc, on a décidé de profiter de l'occasion de ce webinaire-là sur le harcèlement sexuel et psychologique, les nouvelles obligations faites aux employeurs pour passer aussi en revue rapidement les autres changements qui ont été apportés à la loi sur les normes du travail et qui touchent les employeurs, évidemment. Ces changements-là visent principalement à faciliter ce qu'on appelle la fameuse conciliation travail-famille ou travail-vie personnelle. On va faire ça très rapidement. On ne passera pas en revue la totalité des changements. Pour ce faire, vous pouvez vous référer au site web de la CNESST où on présente la totalité des modifications, mais on va s'attarder en quelques minutes à celles qui sont le plus susceptibles de toucher les organismes sans but lucratif d'habitation comme employeurs. Il y a des changements qui touchent d'abord à la possibilité pour des salariés de s'absenter pour des raisons familiales ou parentales. Donc c'est pour remplir des obligations reliées à la santé, la garde ou l'éducation d'un enfant, ou à la santé d'un parent ou d'une personne qu'on va appeler dorénavant un proche aidé, une personne auprès de laquelle le salarié agit comme un proche aidant. Donc on a ajouté dans la loi une définition du mot parent qui élargit sensiblement le nombre de personnes auprès desquelles un salarié ou une salariée peut être appelé à intervenir ou à assister. Donc, vous avez l'énumération, il y a les conjoints, enfants, père, mère, frères, sœurs, mais aussi les conjoints de ces personnes, leurs enfants, et les conjoints de leurs enfants. Alors, tout ça, au niveau des conjoints de toutes ces personnes-là, c'est nouveau dans la loi des normes du travail. Donc, ça augmente évidemment la possibilité d'occurrence de situations où un salarié va être appelé à s'absenter pour des raisons familiales ou personnelles. Et dans le même esprit, on a introduit la notion de proche aidant, c'est-à-dire que c'est un nouveau motif d'absence qui a été intégré à la loi des normes, sur les normes, qui permet à une personne salariée qui agit comme proche aidante auprès d'une personne aidée, qui n'est pas nécessairement un parent d'ailleurs, mais auprès de qui elle agit officiellement comme un proche aidante, de s'absenter pour s'en occuper. Évidemment, dans le cas d'un proche aidant, l'employeur a, si un salarié qui demande à pouvoir s'absenter parce qu'il agit comme proche aidant, l'employeur a le droit d'exiger une attestation d'un professionnel de la santé qui confirme que la personne agit effectivement comme proche aidante reconnue par l'établissement du réseau de la santé et des services sociaux auprès d'une personne aidée. Pour ce type de congé-là, pour raison familiale ou parentale, la limite pour le nombre de congés qu'une personne peut prendre durant une année reste à 10 jours par année. Au niveau de troisième élément, au niveau du congé pour prendre soin d'un parent ou d'un proche aidé, ça c'est nouveau, atteint d'une grave maladie ou victime d'un grave accident, il était déjà prévu dans la loi une possibilité de s'absenter 12 semaines durant une année complète, une année civile, pour un tel congé, sans rémunération. Maintenant, on l'a ajusté pour que ça puisse être étendu jusqu'à 16 semaines. Et le salarié qui réclame la possibilité d'obtenir un tel congé n'a plus besoin de justifier 3 mois de service continu pour y avoir droit. On a introduit un nouveau congé qui est le congé pour être présent auprès d'un parent ou d'un proche aidé atteint d'une grave maladie potentiellement mortelle. Potentiellement mortelle étant grave parce que c'est la distinction avec ce qui précède. Là, on parle de prendre congé pour s'occuper d'un parent ou d'un proche aidé qui a une grave maladie et qui a un pronostic de décès. Donc, il y a une possibilité de s'absenter jusqu'à 27 semaines sur une période de 12 mois. Essentiellement, ce qu'on a fait avec ça, c'est qu'on a adapté la loi des normes pour qu'elle corresponde au régime d'assurance-emploi du Canada. Dans le régime d'assurance-emploi, vous êtes peut-être au fait, si nos salariés ont déjà eu à vivre des situations comme ça. Il existe la possibilité d'avoir des prestations pour proches aidants qui peuvent aller jusqu'à 35 semaines quand il s'agit d'un enfant, 15 semaines quand il s'agit d'un adulte. Et il y a aussi des prestations de compassion quand on accompagne un proche en fin de vie jusqu'à 26 semaines. Donc, si on prend ces congés-là de l'assurance-emploi avec le délai de carence d'une semaine,
on voit que la loi sur les normes s'est ajustée, dans le fond, pour correspondre à ce qui est permis dans le régime d'assurance emploi, qui est un régime à cotisation ouvrière et patronale. On a introduit dans la loi des normes un autre motif d'absence qui n'existait pas. C'est la possibilité pour une personne salariée de s'absenter jusqu'à 26 semaines, toujours sur une période de 12 mois. Si cette personne salariée est victime de violence, ou a été victime de violences conjugales ou à caractère sexuel. Donc, c'est une nouveauté. Et encore là, l'employeur peut exiger un document qui atteste de la véracité ou de la situation. Ça peut être soit un rapport de police, l'attestation d'un professionnel ou d'une professionnelle, de la direction d'une maison d'hébergement pour personnes victimes de violences. Et encore là, il n'y a pas besoin d'avoir 3 mois de service continu pour un salarié ou une salariée pour pouvoir réclamer le droit à ce congé en cas si la personne a été victime de violences à caractère sexuel ou conjugal. L'autre nouveauté dont vous avez probablement déjà entendu parler, c'est la possibilité pour un salarié d'obtenir, de se faire rémunérer pour les 2 premières journées d'absence. Dans le cas d'absence, que ce soit en raison d'une maladie, d'un don d'organes ou de tissus, d'accidents, de violences conjugales ou sexuelles, lorsqu'une personne est victime d'un acte criminel ou lorsqu'elle prend congé pour prendre soin d'un parent ou d'un proche aidé. Ça, donc, par contre, toute personne dans cette situation-là, salariée, a droit à un certain nombre de jours de congés non rémunérés. Dorénavant, il y a 2 de ces journées-là qui peuvent être rémunérées, donc l'employeur doit les rémunérer si elles sont réclamées. Et toutefois, pour avoir droit à ces jours de congés rémunérés, il faut à ce moment-là que le salarié justifie au moins de 3 mois de service continu dans l'organisme. Précision, c'est 2 journées au total sur une année. Peu importe le motif, ce n'est pas cumulatif. Un employé ne peut pas réclamer 2 jours d'absence rémunérée pour maladie, plus 2 jours d'absence rémunérée parce qu'elle a été victime de violences conjugales, 2 autres jours de congé rémunéré parce qu'elle prend soin d'un proche aidé, qu'elle agit comme une proche aidante auprès de cette personne. C'est 2 jours au total sur l'ensemble des possibilités de jours de congé qui sont offerts, qui sont protégés par la loi des normes du travail. Il y a des petites notifications qui ont été apportées aussi dans le cas d'absence lors d'un décès ou d'une disparition. Essentiellement, vous pouvez en faire lecture vous-même. En cas de décès d'un enfant mineur, il y a possibilité de s'absenter jusqu'à 104 semaines, peu importe les circonstances du décès, alors qu'auparavant, la possibilité d'absence variait entre 5 jours et 104 semaines selon les circonstances dans lesquelles l'enfant était décédé. En cas de disparition d'un enfant mineur, également, possibilité de s'absenter 2 ans. Tout en conservant un lien d'emploi. En cas de décès par suicide du conjoint, d'un enfant majeur, du père ou de la mère de la personne salariée, également possibilité d'absence sur 2 ans. Et autre nouveauté aussi, en cas de décès d'un proche, déjà il était prévu dans la loi des normes qu'une personne salariée pouvait s'absenter 5 jours dans ces circonstances-là, dont 1 journée était rémunérée et 4 jours non rémunérés. Donc, dorénavant, maintenant, c'est 2 jours de congés rémunérés qui doivent être payés par l'employeur au lieu d'un. Au total, l'employé a toujours droit à 5 jours d'absence en cas de décès d'un proche, mais il va y avoir 3 jours sans salaire à ce moment-là. D'autres changements ont été apportés également concernant l'obligation qui peut être faite à un salarié d'exercer de faire des heures supplémentaires. Dorénavant, une personne salariée peut refuser de travailler si, dans une journée donnée, on lui demande de travailler plus de 2 heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail. Donc, si le quart de travail prévu à l'horaire est de 8 heures, on peut exiger d'une personne qu'elle travaille 2 heures de plus, donc 10 heures dans la journée, et elle ne pourra pas refuser. Mais au-delà de 10 heures, à ce moment-là, elle peut refuser de faire des heures supplémentaires sans être pénalisée ou sans subir de représailles dans cette situation-là. C'était 4 heures auparavant dans la loi sur les normes. Les autres dispositions qu'il y avait dans la loi des normes sur les normes continuent à s'appliquer. C'est-à-dire qu'on peut aussi refuser de travailler quand un employeur exige de nous de travailler plus de 14 heures par période de 24 heures. On peut refuser de travailler quand un employeur exige de nous de travailler plus de 50 heures dans une seule semaine, sous réserve d'un accord d'étalement qui est possible. Là. On en dira un mot dans quelques instants. Par contre, il y a toujours une exception qui était là et qui existe encore dans la loi sur les normes, c'est-à-dire que ce droit de refus de la part d'un salarié souffre quand même d'une exception dans le cas où on demande à un salarié de travailler plus de 2 heures
au-delà des heures habituelles quotidiennes de travail, dans des circonstances exceptionnelles, comme il y a un danger pour la vie, la santé ou la sécurité des salariés ou de la population ou des locataires, un danger de risque de destruction ou de détérioration grave du bâtiment ou de biens meubles, ou en cas de force majeure, à ce moment-là, le droit de refus est suspendu finalement. Deuxième circonstance où il existe dorénavant un droit de refus de travailler qui n'existait pas, c'est dans le cas des organismes qui font appel à des employés qui n'ont pas toujours le même horaire de travail finalement. L'horaire de travail peut être appelé à changer par exemple à toutes les semaines. Une personne salariée à ce moment-là a pu refuser de travailler une journée donnée si on ne l'a pas informé de son horaire de travail 5 jours à l'avance. Donc, si par exemple on est vendredi et vous dites à un salarié la semaine prochaine tu rentres mardi, mercredi, jeudi et vendredi, et que là, durant le week-end, vous appelez l'employé pour lui dire il faudrait que tu rentres aussi lundi. Cette personne-là peut refuser de rentrer au travail le lundi à ce moment-là parce qu'elle n'a pas été informée 5 jours à l'avance quand on lui a donné son horaire de travail. Cela dit, ça ne crée pas une obligation pour l'employeur de donner l'horaire de travail 5 jours à l'avance. C'est juste que si ce n'est pas fait, bien, à ce moment-là, il y a une possibilité de refus, de droit de refus de la part du salarié. Il y a aussi un petit changement qui est apporté à la possibilité d'étaler les heures de travail, c'est-à-dire qu'on s'entend qu'au niveau du calcul des heures supplémentaires, là, pour toutes les heures travaillées au-delà de 40 heures, normalement dans une semaine, il est possible d'étaler les heures de travail sur un mois, donc de prévoir un horaire de travail où, par exemple, une personne travaillerait 35 heures dans la semaine numéro 1, 45 heures dans la semaine numéro 2, et sans devoir majorer le taux de salaire qui va lui être versé, même si dans la deuxième semaine, elle travaille 5 heures de plus que le nombre d'heures prévu dans la semaine normale de travail dans la loi qui est de 40 heures. Parce qu'on a étalé sur 2 semaines, dans le fond, l'horaire de travail et au total, la personne en moyenne ne fera pas plus de 40 heures par semaine. Par contre, auparavant, ça c'était possible de le faire uniquement avec l'autorisation de la CNESST. La nouveauté, c'est que vous pouvez vous entendre par écrit avec vos salariés pour procéder ainsi. S'il y a entente de part et d'autre, il n'est plus nécessaire pour un employeur de faire valider cette situation-là par la CNESST. Bon. L'autre changement le plus important, évidemment, dont celui que vous avez sans doute entendu parler, parce que c'est celui dont on a le plus entendu parler de manière générale quand la loi a été adoptée, c'est l'ajout d'une semaine de congés payés, une semaine de vacances annuelles, après 3 années de service plutôt que 5 années. Donc, c'était seulement après 5 années de service continu qu'un salarié acquérait le droit à une 3e semaine de congés payés. Et dorénavant, c'est après 3 années de service que les salariés acquièrent ce droit. Donc, c'est l'obligation pour les employeurs, pour les organismes, de verser, d'accorder cette 3e semaine, donc, et de verser une indemnité de vacances correspondant à 6 du salaire et non 4 du salaire gagné durant l'année, après 3 années de service. Il y a d'autres changements qui ont été apportés sur lesquels, là, compte tenu que le temps s'écoule, je n'insisterai pas. Des petites modifications que vous pourrez consulter au besoin. La seule sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est la dernière concernant les agences de placement temporaire. À notre connaissance, il n'y a pas beaucoup d'OSBL d'habitation qui font affaire pour le recrutement de personnel avec des agences de placement temporaire, mais il y en a quelques-uns. Et ça, ce n'est pas encore en vigueur, mais ça va l'être dès le moment où le gouvernement va adopter un règlement à cet effet, et ça devrait se faire dans les prochains mois, sinon les prochaines semaines. Toutes les agences de placement temporaire au Québec, dorénavant, vont devoir être titulaires d'un permis d'exploitation. Et l'organisme qui est le donneur d'ouvrage, qui donne un contrat à une agence de placement pour recruter du personnel et envoyer du personnel pour travailler dans l'organisme, il devra s'assurer de faire affaire avec une agence qui dispose effectivement d'un permis. Et il devra aussi s'assurer du fait que l'agence ne rémunère pas ses employés et n'offre pas des conditions de travail différentes à celles qui sont versées aux salariés de l'organisme qui effectuent des fonctions similaires. Et l'autre chose aussi qui est très importante à savoir dans ces circonstances-là, et il va falloir vraiment, quand on fait affaire avec des agences, sélectionner des bonnes agences, c'est que comme donneur d'ouvrage, même si l'organisme n'est pas l'employeur de la personne salariée qui travaille pour l'agence de placement et qui est payée par l'agence de placement, mais l'organisme qui a donné le contrat à l'agence de placement va être solidairement responsable si jamais l'agence
déroge à la loi sur les normes du travail, ne paye pas le salaire minimum ou le salaire prévu, ou ne respecte pas toute autre condition de la loi des normes, à ce moment-là, le salarié qui ferait un recours contre son employeur qui est l'agence de placement, ultimement pourrait aussi revenir contre le donneur d'ouvrage pour se faire payer l'indemnité, la compensation que son employeur qui est l'agence de placement ne lui a pas versé. Donc, c'est quand même assez important. L'autre changement, ce n'est pas un changement à la loi des normes, mais j'en profite pour vous rappeler, parce que ça touche les normes du travail, qu'à compter du 1er mai prochain, le taux de salaire minimum légal au Québec va augmenter à 12,50 $. Donc, évidemment, ça vous touche aussi, puis je tenais à le signaler. Merci beaucoup, Jacques. Et bien sûr, merci beaucoup à Kessner qui est intervenu auparavant. Je regarde dans le module de conversation, il n'y a pas de questions qui nous ont été adressées actuellement, mais je peux vous laisser quelques secondes pour le faire au cas où il y a des gens, je vois qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'écrire actuellement. Oui, on va prendre une pause peut-être de quelques secondes pour voir s'il n'y a pas des questions qui vont émerger. Mais en fait, pendant que vous écrivez, j'en profite pour vous mentionner que la présentation, si vous vous êtes inscrit par courriel pour assister au webinaire, la présentation va vous être envoyée par courriel. On va vous envoyer aussi des liens pour que vous puissiez accéder directement aux ressources offertes par la CNESST. Entre autres, il y a un exemple de politique de prévention du harcèlement et un guide pour la rédaction d'une politique. Je laisse Claude continuer avec les questions. Alors, une première question que je vois à l'écran. Notre politique date d'octobre 2012. Qui peut m'aider à sa mise à jour? En fait, à ce niveau-là, vous pouvez vous référer d'abord au site web de la CNESST puis au lien qu'on va vous envoyer un peu plus tard pour consulter le guide pour la rédaction de vos politiques. À ce moment-là, vous pourrez comparer votre politique avec ce qui est recommandé par la CNESST puis faire les ajustements nécessaires. Mais il est possible que votre politique soit déjà tout à fait conforme. L'important, c'est de respecter, disons, le contenu obligatoire. Donc, entre autres, le processus de plainte doit être clairement précisé. Autre ressource disponible aussi, vous pouvez vous adresser à votre, si évidemment, là, Caroline, je ne sais pas de quel organisme vous êtes, mais si vous êtes d'un OSBL d'habitation, membre d'une fédération régionale, vous pouvez vous adresser à votre fédération régionale. Si vous êtes directement membre du RQOH, n'hésitez pas à communiquer avec nous, pour on peut vous assister dans ce processus-là. Par rapport à la date à quelle date la politique doit être terminée de rédiger? Donc, c'est une question, je crois, pour... Je vais répondre. En fait, c'est le 1er janvier 2019. Donc, si vous n'en avez pas une, vous êtes en retard. Mais c'est une obligation qui a été ajoutée à la loi en juin 2018 et elle est en vigueur depuis le 1er janvier. Actuellement, là, je peux vous rassurer, la CNESST n'est pas en train de courir après les employeurs au Québec pour savoir qui est en défaut, qui a une politique, qui n'en a pas. Ils ont lancé une grande campagne de promotion. Ils font beaucoup de publicité pour expliquer aux employeurs quelles sont maintenant les nouvelles obligations. C'est sûr que, ultimement, à terme, à un moment donné, ultimement, il y aura un moment où si un organisme n'a pas adopté de politique et est en défaut, bien, il y a des sanctions prévues dans la loi sur les normes, possibilité de sanction pénale avec amende pour une première infraction qui peut varier entre 600 et 1200 $. Entendu. La question, proposez-vous un modèle de politique sur le harcèlement psychologique propre à un RPA, donc à une résidence pour personnes aînées? On n'en a pas fait. C'est une chose, on pourrait travailler là-dessus ou en tout cas vous soutenir à ce niveau-là. Par contre, a priori, il n'y a pas nécessairement tant de particularités dans une RPA parce que, évidemment, la politique sur le harcèlement psychologique et sexuel touche au milieu de travail et aux obligations
de l'employeur et des salariés de maintenir un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique et sexuel. Évidemment, le milieu de travail est différent dans une résidence pour aînés, comme il est différent dans un OSBL d'éducation versus un dépanneur ou une pharmacie ou n'importe quel autre type d'employeur. Mais dans les grandes lignes, c'est sensiblement la même chose. Évidemment, si on décide, dans le fond, d'utiliser cette politique-là, pas seulement pour gérer les obligations des employés et les droits des employés versus le harcèlement, mais qu'on veut aussi aborder dans la politique toute la question des situations de harcèlement qui peuvent impliquer des locataires, même des locataires entre eux, des locataires versus les salariés, tout ça. Mais à ce moment-là, oui, il y aura des particularités par rapport à une RPA, mais on pourra en discuter, M. Leclerc. Là, il suffit encore là de passer par notre fédération régionale pour qu'on le fasse. Comment faire le calcul pour les 2 jours d'absence pour un employé à temps partiel? Est-ce un 20e des 4 dernières semaines? Oui, effectivement, c'est le même mode de calcul que celui qu'on utilise ou qu'on utilisait, mais qu'on va continuer à utiliser là, dans le cas où il arrive un congé férié durant une période de congé. Donc, c'est comme ça que ça va procéder. Je vois qu'il y avait une autre question aussi, si c'était possible pour le réseau de faire une relecture d'une politique question de s'assurer de sa conformité. Oui, c'est possible, mais encore là, passez d'abord par votre fédération régionale. Vous êtes membre d'une fédération qui va vous soutenir à ce niveau-là. Si la fédération a besoin des ressources fournies par le réseau, on le fait toujours avec plaisir. Ça me permet de vous souligner le fait que on offre aux OSBL d'habitation qui sont membres directement du réseau ou qui sont membres d'une fédération régionale, une des 8 fédérations affiliées au RQOH, d'obtenir des consultations individuelles confidentielles sur toute question portant sur le harcèlement psychologique et sur la loi sur les normes du travail avec un conseiller juridique. Et ça peut être fait soit par téléphone ou en personne. Vous allez bientôt avoir vos assemblées générales annuelles de vos fédérations régionales. Ce n'est pas toutes les fédérations qui vont être en mesure d'offrir cette possibilité-là, mais renseignez-vous auprès de votre fédération. Dans plusieurs cas, il va y avoir, en marge de la tenue de vos assemblées générales annuelles, possibilité d'avoir, on appelle ça un speed coaching, là, une rencontre d'une demi-heure avec un avocat, un conseiller juridique, où vous pourrez faire vérifier votre politique sur le harcèlement psychologique et sexuel pour voir si elle est conforme, ou si vous voulez, si vous avez des questions par rapport à des situations que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez sous le sceau de la confidentialité, ce sera possible d'avoir des conseils ou des réponses plus précises à vos questions. Alors, merci beaucoup Jacques et merci Kesna. Donc, je vois que ça va mettre fin à notre webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que l'ensemble de la présentation va être disponible sur le site rqoh.com et vous allez également recevoir un courriel aujourd'hui ou dans les prochains jours avec des liens et d'autres documentations et probablement inclus dedans un lien vers la présentation d'aujourd'hui où vous pourrez la réécouter en ligne. Donc, merci beaucoup à tous et toutes pour votre